Aujourd'hui, je reçois une femme dont le travail est à la fois subtil et profondément concret. Elle accompagne les enfants, les adultes, les hypersensibles et les structures professionnelles à retrouver un équilibre, un ancrage, une cohérence vivante. Son hypersensibilité qu'elle a su affiner et structurer est devenue une boussole d'accompagnement. Elle capte ce qui déborde, ce qui se rétracte, ce qui sature, et aide chacun à retrouver sa juste place intérieure. Que ce soit dans la sphère personnelle ou professionnelle, elle ne propose pas de recettes toutes faites, mais une écoute active, une clarté pédagogique et une humanité profonde. Elle agit comme une facilitatrice du lien vivant, soutenant chacun à poser des limites justes, à faire de leur perception fine une force d'équilibre. Elle œuvre dans le champ psychopédagogique, mais surtout dans l'intelligence émotionnelle incarnée, là où la clarté retrouve sa voix. Bienvenue à toi et merci d'être là, Elisa. Bonjour Laure, merci de m'accueillir sur ta chaîne YouTube et de partager avec toi ce moment. Tu m'as proposé le thème de la douleur. Pour moi, le thème de la douleur peut couvrir en fait différentes dimensions. Il y a certes la dimension physique, celle qui s'exprime à travers notre corps. Il y a aussi pour moi la dimension psychique, au sens où certaines de nos pensées peuvent nous conduire notamment à une pensée dite en boucle, dans laquelle on peut se sentir enfermé, emprisonné. Et c'est le cas du coup pour moi des pensées limitantes et des pensées obsessionnelles. Et il y a une douleur également qui peut être de l'ordre de l'émotion, la douleur émotionnelle, au sens où on est en proie avec une émotion qu'on souhaiterait en fait sortir de nous-mêmes pour ne plus la ressentir, comme on voudrait, je dirais, déposer un vêtement quand celui-ci nous encombre et qu'il devient lourd à porter. Pour ma part, et compte tenu de ma pratique, qui est la psychopédagogie positive, je vais plutôt m'intéresser, je dirais, à la gestion des émotions, et plus particulièrement à l'hypersensibilité, pour laquelle je réalise des accompagnements et dimension sur laquelle je suis plutôt familière. Comment définirais-tu l'hypersensibilité ? Alors, comment je définirais l'hypersensibilité ? Eh bien, pour moi, l'hypersensibilité est un fonctionnement qui se traduit par une réceptivité accrue aux stimuli, c'est-à-dire à notre environnement, et que ces stimuli peuvent être d'ordre sensoriel, émotionnel ou encore cognitif. Cela signifie du coup que les personnes hypersensibles ressentent le monde de manière souvent plus intense que la moyenne des gens, en fait. Quels sont les signes qu'une personne est en surcharge sensorielle ou émotionnelle, même si elle ne met pas encore de mots dessus ? Alors, concernant la surcharge sensorielle ou émotionnelle, j'ai d'abord envie de préciser une chose, c'est que l'hypersensibilité n'est ni une maladie à guérir, ni un trouble dont il faudrait se débarrasser. Pour moi, l'hypersensibilité est une connexion au monde dite hautement sensible, au sens où l'individu a une sensibilité accrue à son environnement, que ce soit au travers des bruits, de la lumière ou des odeurs, par exemple. Et on observe une réceptivité accrue aux émotions, aux sensations, notamment quant au ressenti corporel, comme par exemple le contact des tissus ou une sensation de compression parfois que les hypersensibles peuvent avoir, par exemple lorsqu'ils portent des chaussures, par exemple. Et on peut dire que somme toute, le système de perception est amplifié chez les hypersensibles, ce qui peut rendre du coup leur environnement très stimulant et du coup en même temps peut-être parfois source de fatigue et de stress, car en fait les signaux sensoriels, le ressenti,
affluent de manière plus dense que la moyenne des personnes. Donc ils captent beaucoup de choses finalement de leur environnement, en plus, je dirais, des interactions sociales et en plus aussi, je dirais, de leur environnement en général, que ce soit au travail ou que ce soit dans des relations personnelles. Ils captent beaucoup plus de choses que la moyenne des gens, à la fois dans le verbal, le non-verbal et en même temps tout ce qui est relatif à l'environnement en lui-même. À partir de quand une personne hypersensible cesse de subir sa sensibilité et commence à en faire un terrain d'ancrage et de puissance? Alors finalement, je dirais qu'au travers de ta question, quant à savoir quand est-ce qu'une personne hypersensible cesse de subir sa sensibilité et commence à en faire un terrain d'ancrage et de puissance, pour moi ça reboucle en fait avec la notion de force. Quand l'hypersensibilité est bien vécue et qu'elle se manifeste, je dirais, et est vécue comme une force et non plus comme quelque chose, je dirais, qui est en nous et qui nous ballotte un peu. Euh, je dirais que l'hypersensibilité se caractérise par des émotions intenses, hein, comme on a pu l'évoquer, par une grande réceptivité aux sensations, et elle se manifeste également par une forte empathie envers les autres, à savoir la capacité à ressentir les émotions de l'autre lors d'une conversation, par exemple. Et donc l'hypersensibilité se caractérise par ailleurs par une grande capacité d'analyse et également une forte créativité. Et du coup, j'observe que dans mes accompagnements, finalement, beaucoup de personnes sont dotées de cette sensibilité, je dirais, un peu extraordinaire. Et que du coup, nombre d'entre elles se tournent vers des activités créatives. Ou du moins, moi, pour le coup, dans mes accompagnements, je les encourage à le faire, car elles parviennent à transformer l'intensité finalement de leur ressenti au travers d'œuvres artistiques, qu'elles soient littéraires ou graphiques ou autres, incluant un autre médium. Et c'est aussi, je dirais, une typologie de personnes, les hypersensibles, qui ont une grande capacité aussi à s'adapter et à trouver des solutions originales aux problèmes qui peuvent être rencontrés. Donc c'est notamment en entreprise, ce sont des personnes qui ont vraiment de fortes capacités et c'est vraiment des talents pour le coup. Dès l'instant où elles bénéficient d'un environnement où on leur laisse aussi, je dirais, du champ pour accueillir qui elles sont et en même temps pouvoir se ressourcer. Je dirais qu'aussi, somme toute, à travers cette brève présentation de l'hypersensibilité, nos auditeurs comprendront que cette richesse sensorielle et émotionnelle n'est pas sans défi et que parfois un accompagnement est bienvenu pour justement arriver à comprendre, à accueillir et à utiliser finalement à bon escient, je dirais, ces caractéristiques pour en faire justement une force et faire en sorte que l'hypersensibilité soit bien vécue. En fait, pour compléter aussi mon propos et reboucler avec le sujet qui est le nôtre, c'est l'idée que la notion de douleur, dans le cas présent, s'apparente à une surstimulation sensorielle ou émotionnelle pour une personne hypersensible. Et c'est lié effectivement à l'intensité finalement de ces ressentis. Aussi, il y a un enjeu effectivement d'équilibre à trouver pour se respecter et apprendre à poser des limites saines. Ça, je crois que c'est vraiment un enjeu fort de l'hypersensibilité. Les êtres hypersensibles et être hypersensible, c'est devoir apprendre en fait à gérer ses émotions et à se protéger parfois d'un environnement qui est surstimulant, donc avoir la capacité aussi à revenir dans une solitude, je dirais, choisie, mais qui permet de se ressourcer. Et donc, en effet, l'une des clés va résider dans cette capacité à instaurer des moments de calme pour se ressourcer et gagner, je dirais, en sérénité. Alors en
fait, quand j'ai un ado ou un enfant qui arrive dans mon cabinet, tout d'abord, je vais prendre, le temps d'un premier entretien, souvent, avec les parents déjà parce que, je vais pouvoir avoir des éléments de contexte sur la problématique rencontrée. C'est aussi l'occasion pour le parent, je dirais aussi, d'avoir un espace de parole au travers de ce qu'il subit dans son cadre familial ou de l'éducation de son enfant et qui a besoin aussi je dirais, de verbaliser, de déposer, je dirais, les émotions qu'il ressent par rapport à cette situation. À la suite de ce premier entretien, en fait, ensuite, je vais rencontrer l'enfant ou l'ado. Et là, en fait, je ressens les énergies de la personne quand elle est en entretien avec moi. Ma clairaudience me permet de ressentir son état émotionnel, ses ressentis, je dirais aussi corporels. Et puis, au travers du dialogue, je perçois aussi sa posture, je dirais, psychologique face à la situation qu'elle rencontre. Du coup, comme je capte ces différents éléments, il s'instaure un espace de parole et de confiance auquel je tiens beaucoup pour justement permettre aux jeunes que j'accompagne de pouvoir libérer vraiment, je dirais, sa parole et les émotions par rapport au vécu et pouvoir du coup lâcher ce qui lui est confrontant et difficile. Et du coup, au travers du dialogue, je cerne finalement l'état global de la personne. Donc il y a un effet, je dirais, de question-réponse dans ce que je ressens et que je livre à la personne. Et du coup, on avance ensemble, on chemine. Et nous évaluons du coup ensemble également là où mon accompagnement peut être bénéfique et utile et je dirais les actions ou l'accompagnement, comment on peut le définir ensemble. Dans ma pratique, je m'attache toujours à proposer ce que je ressens au plus juste pour la personne et je dirais aussi au plus doux pour elle dans ce que je capte en fait de sa situation. Il s'agit vraiment à chaque fois de propositions de ma part et donc j'accorde une attention particulière à ce que chacun puisse se positionner, exercer sa responsabilité et son libre arbitre et pouvoir me dire là en fait je le sens pas ou là c'est pas ok pour moi et ça me va aussi parce que l'accompagnement c'est quelque chose pour moi qui est subtil et qui s'adapte en fait au plus près de la personne, comme je disais tout à l'heure. Et c'est pour ça que je suis quasiment presque uniquement sur l'accompagnement individuel et sur mesure. Peut-être pour donner quelques exemples à nos auditeurs de mon accompagnement et de mes pratiques. Je peux par exemple en fait, on peut proposer des libérations, je dirais, de mémoire corporelle, de tension au travers d'un soin énergétique ou bien de l'hypnose humaniste également. Ça peut être aussi pour les personnes hypersensibles, que ce soit des enfants, des ados ou même des adultes, ça peut être mettre en place un équilibre de vie pour cultiver le bien-être, son bien-être à soi, et apprendre finalement à se ressourcer. Et du coup, ça va passer pour ma part par la proposition d'enseignements et de techniques, notamment des techniques de respiration, de relaxation, ou bien des automassages, avec ou sans huiles essentielles, selon les cas de figure. Je peux faire aussi de l'accompagnement en systémie relationnelle, dans le cadre de la famille, dans le cadre amical ou scolaire, et bien sûr dans le cadre professionnel pour les adultes, la systémie relationnelle permettant d'analyser finalement ce qui se joue dans la relation à l'autre pour comprendre finalement dans quel schéma on peut se retrouver et comment on peut aussi en sortir et réinventer la relation.
Un travail aussi important que je fais, auprès des enfants, des adolescents, c'est la gestion des émotions par l'enseignement de la pratique, de l'intelligence, relationnelle pour les aider finalement dans la relation à l'autre et à eux-mêmes. C'est quelque chose qui n'est pas en fait, enseigné, à l'école, hein, en termes de je dirais de d'apprentissage, bien peu enseigné en famille parce que c'est pas quelque chose qui est culturellement, proposé, par la société, mais c'est quelque chose d'hyper important pour acquérir du coup, des compétences psychosociales et savoir aussi se positionner soi, dans un environnement, je dirais, qui soit à la fois, je dirais, écologique et OK pour soi et en même temps dans la relation à l'autre, tout en préservant, les relations sociales. Donc ça, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement, notamment, bah, du coup, enfants et adolescents qui sont confrontés dans l'environnement scolaire à différents types de relations, et pour lesquelles parfois on a besoin d'être soutenu, hein, pour trouver sa place. Bien sûr, on pense très souvent au cas du harcèlement scolaire, voilà, qui est un cas un peu extrême, sur lequel je peux intervenir, mais il y a des parfois, on peut avoir juste des situations, je dirais, de tension ou de conflit ou voilà, mais qui ne va pas jusqu'à l'harcèlement scolaire. Également, pour préciser les choses, lors de la certification en psychopédagogie positive, on est formé finalement à différentes approches et techniques. Et en tant que praticienne, j'utilise ce panel pour proposer du coup à mes clients des outils qui sont à la fois inspirants et concrets pour leur permettre d'évoluer. Et ce qui fait que chaque accompagnement du coup est unique et propre à chacun. Alors ce que j'observe aujourd'hui, je dirais au travers des jeunes qui viennent me voir en termes de douleurs silencieuses, eh bien je te dirais qu'il y a un phénomène un peu croissant parfois de jeunes qui peinent à comprendre finalement le système scolaire et que bon nombre d'entre eux, je dirais, souffrent d'être assis sur une chaise face à une pédagogie, je dirais de la transmission des savoirs, mais au travers desquels il y a très peu de mise en œuvre en fait. Alors que la jeunesse finalement, elle a besoin d'action, elle a besoin de projets qui ont du sens pour mettre en œuvre en fait ces connaissances que le système scolaire leur transmet. Du coup, pour moi, la pédagogie par le projet permet de susciter la motivation et l'engagement tout en développant finalement l'autonomie, la responsabilité pour soi. Et ça, c'est hyper important dans le monde dans lequel après nos jeunes évoluent et dans le cadre de leur activité professionnelle. Et c'est aussi l'occasion, la pédagogie par le projet, d'expérimenter le travail en équipe, la coopération et comment finalement trouver sa place, ce qui permet l'acquisition de compétences psychosociales notamment, tout en mettant en œuvre finalement les connaissances que l'on acquiert. L'école finalement transmet des connaissances et développe des savoir-faire dans des domaines spécifiques, mais n'aborde pas la méthodologie d'apprentissage. L'école aujourd'hui ne s'attache pas au profil cognitif des enfants, c'est-à-dire leur façon d'apprendre et qui est, je dirais, propre à chacun. Or, à mon sens, c'est une pierre angulaire pour que chacun puisse répondre au contrat de l'école. Aussi, en psychopédagogie positive, j'accompagne à la compréhension justement de ce profil cognitif et à la mise en place de méthodologies d'apprentissage en adéquation avec celui-ci. Parce que, à mon sens, un enfant reste un enfant et il est super important pour moi que l'enfant prenne et garde du temps pour jouer. Parce que par le jeu, il y a aussi plein de choses qui se jouent. Et c'est un espace dont les enfants ont besoin, tout comme les adultes ont besoin de temps de calme et de décompression lorsqu'on a fini, je dirais, comme tout à chacun, sa journée de travail. Également,
je te dirais que apprendre est avant tout un processus interne qui est propre à chacun et qui permet en fait de partir d'un état qui est celui je n'ai pas la connaissance à la posture du sachant. Sauf que dans ce laps de temps, il va y avoir une posture donc où l'enfant, l'ado va être en fragilité parce qu'il ne maîtrise pas les concepts, il ne maîtrise pas le savoir-faire et donc il y a ce temps assez, je dirais, déstabilisant pour le jeune. Et il convient du coup d'en avoir vraiment conscience lorsqu'on est enseignant, parce que du coup ça explique bon nombre je dirais, de comportements d'évitement, notamment chez les jeunes, et ceux qui ont en particulier un profil atypique et qui se sentent du coup différents et pas à l'aise, surtout avec la pédagogie de l'enseignement scolaire telle qu'elle leur est proposée aujourd'hui. Donc finalement, je vois arriver des jeunes avec une estime d'eux-mêmes qui est en berne, parce que bien souvent, ne collant pas, je dirais, au système scolaire, à l'attendu, ils ont reçu des étiquettes souvent pas très sympathiques. Et pour ma part, du coup, je crois vraiment que tout à chacun a la possibilité je dirais, trouver sa place dans la société, d'exprimer ses talents, de développer des compétences, et qu'en soi, il n'y a pas de bons ou mauvais élèves, il y a juste des jeunes en devenir, et c'est notre rôle, je dirais, au travers de l'enseignement scolaire, la pédagogie, les équipes pédagogiques, et moi en l'occurrence aussi en psychopédagogie, d'accompagner finalement ces jeunes en devenir à trouver leur voie et avoir confiance en eux. Un autre point, tu vois, dans les douleurs silencieuses que j'observe aussi et qui viennent souvent encombrer, là pour le coup, comme tu l'évoquais, hein, le sommeil et les comportements des jeunes, c'est la question en fait du relationnel. Parce que finalement l'école est un lieu de socialisation où il y a du coup des interactions bien évidemment relationnelles, sauf que les jeunes sont confrontés quand même à des adultes qui viennent pour, je dirais, les enseignants diffuser leurs connaissances sur les pauses méridiennes, des adultes qui font de l'encadrement d'activités, mais des personnes qui sont finalement pas formées aux interactions sociales et relationnelles et qui, je dirais, ne veulent pas en fait les gérer, hein, comme s'il y avait une espèce d'autorégulation magique, mais ce n'est pas le cas. Et du coup, on se retrouve dans des schémas qui se répètent, qui sont obsolètes, à savoir rechercher, je dirais, qui est responsable, et surtout qui faire porter la faute, quoi. Donc du coup, c'est des interactions qui sont souvent douloureuses, hein, au sens où les jeunes ne se sentent pas forcément écoutés, reconnus, pris en compte dans leur sensibilité au travers de la situation, et surtout avec la capacité de réguler par eux-mêmes finalement la situation et pouvoir, je dirais, participer dans le vivre ensemble, où il n'y a pas un gagnant et un perdant, où il y a juste une situation, deux protagonistes, voilà, ou plus, mais dans laquelle chacun doit, je dirais, à mon sens, hein, œuvrer dans un vivre ensemble avec justesse. Et donc des interactions finalement qui sont beaucoup plus sensibles et fines, et sur lesquelles, à mon sens, hein, moi en cabinet, je prends le temps de m'y arrêter, parce que quand cette dimension émotionnelle et relationnelle n'est pas prise en charge, en fait, ça, je dirais, ça prend une place hyper importante dans la vie du jeune. Et je dirais qu'à ce motif-là, il n'y a plus de disponibilité derrière mentale pour se poser et entrer dans les apprentissages. Donc c'est vraiment un sujet pour moi qui est très important à prendre en considération. Et c'est pour ça que une des thématiques sur lesquelles j'interviens pas mal également, c'est la communication bienveillante. Et elle a tout son sens, pour le coup, à l'école, en famille, au travail et finalement à tout âge, puisque c'est une approche qui nous ramène à l'être et qui encourage, je dirais, chacun à être connecté à ses besoins et responsable de soi,
donc dans ses perceptions, ses ressentis, ses émotions, et être à la fois capable donc du coup de les entendre, si je puis dire, de les comprendre, et en même temps de les réguler, soit par nous-mêmes, soit dans la relation à l'autre. Et du coup, pour moi, c'est une approche que j'aime beaucoup parce qu'elle va favoriser l'individuation qui on est, et finalement la conscience de soi. Et en même temps, c'est aussi l'idée que nous sommes tous interdépendants. Ce que je ressens, finalement, l'autre peut le ressentir également. Et que par conséquent, c'est vraiment la façon dont nous nourrissons et vivons nos relations qui nous impacte à la fois individuellement et également dans notre environnement, puisque forcément, quand on vit une journée, individuellement, toutes ces interactions en fonction de ce qu'on a ressenti, de ce qu'on a vécu avec l'autre, même quand on a fini son travail ou sa journée, que ce soit à l'école ou voilà, professionnellement ou en famille, on a ce sac à dos avec soi. Et dans son sac à dos, la question c'est est-ce qu'on a des pierres parce que ça a été une journée confrontante et difficile, ou bien est-ce que cette journée, je dirais, elle a des petites plumes mais beaucoup plus légères, parce que finalement, on a pris soin justement de prendre soin les uns des autres. Donc voilà, c'est une thématique qui m'est chère et qui est très importante, à mon sens, aujourd'hui, dans le vivre ensemble et dans finalement la société qu'on veut construire à la fois pour aujourd'hui et pour demain. Alors en fait, pour aider un jeune à retrouver, je dirais, la solidité intérieure, pour moi, la solidité intérieure vient d'un juste équilibre entre le calme, la réflexion, l'analyse de soi et de son environnement. Et du coup, dans un juste passage à l'action pour soi et dans un respect du coup de soi. Donc c'est une sorte d'analyse un petit peu multifactorielle sur laquelle on va se dire finalement quelle posture je vais prendre et quelle action ou quelles actions je vais mettre en place. Depuis que je fais de l'accompagnement, je me rends compte qu'il n'y a pas de normalité. Chacun a sa carte du monde, constituée de son éducation, de son histoire familiale, de ses croyances, de son vécu, de ses interprétations, des situations et de ses ressentis. Du coup, dans mon approche, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de normalité. Il y a ce qui est propre à chacun. Et qui m'inspire du coup profondément le respect, car nous faisons tous au mieux avec qui nous sommes et avec l'histoire qui est la nôtre. Aussi, déployer sa solidité intérieure, pour moi, c'est se connecter à soi, à ses valeurs. C'est comprendre et accueillir ce qui a pu être douloureux. C'est aussi accompagner à pacifier les émotions en lien avec le passé, permettant que la mémoire des faits, je dirais, persiste, mais que l'impact émotionnel soit revécu, compris, je dirais, digéré, pour être finalement désamorcé. Et c'est être centré sur aussi ses aspirations, ses objectifs. C'est être vraiment dans l'instant présent et mettre en œuvre finalement les actions nécessaires pour construire l'avenir que l'on souhaite. Donc voilà, c'est cette approche que j'ai dans mes accompagnements. Mon rôle en fait finalement c'est de faciliter cette équation, je dirais, comprendre l'état d'être du moment, parfois pris dans du coup la souffrance émotionnelle, pour y mettre des mots, prendre du recul et pour dissoudre finalement les émotions mal qualifiées qui ont été créées lors d'un événement ou d'une relation et qui ont créé du coup de la souffrance. Voilà, l'idée pour moi c'est de libérer ces états finalement qui nous bloquent, qui nous enferment.